la française. Concepteur de solutions d'investissement, alliant performance et durabilité, vous présente le Journal décalé. Jean-François, commençons ce journal par une confirmation. On en parle tous les mois et je peux encore vous le confirmer, le marché de l'épargne français est très attractif. Dernier exemple en date, l'arrivée d'un nouvel acteur, un acteur de premier plan au niveau international, le géant américain Blackstone, qui arrive sur le marché de l'épargne français, avec l'assurance vie, avec un partenariat exclusif avec BNP Paribas. Le marché attire de nouveaux acteurs, c'est super, mais ceux-ci doivent se rendre le plus désirable possible pour attirer les épargnants. Pour les produits d'épargne, un des critères de désirabilité, vous le connaissez très bien Jean-François, c'est l'ISR. Le concept, il est hyper facile à comprendre. N'investir que dans des sociétés qui font du bien pour pouvoir attirer l'épargnant. Son application, elle est malheureusement beaucoup moins claire. Certains petits malins cherchent à laver plus blanc que blanc pour se rendre plus attractif. Concrètement, on a créé un label ISR en 2016. Ce label, à date, il y a 1200 fonds qui sont labellisés, mais de nombreux spécialistes ne le jugent pas assez exigeant. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Depuis le 1er mars, les fonds qui veulent obtenir ce précieux label vont devoir se conformer à un nouveau corpus de règles et ceux qui l'ont déjà ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour se mettre en conformité. Une des mesures phares, c'est l'exclusion du portefeuille de toutes les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels. Je vous laisse imaginer l'impact. Par exemple, Total, société bien connue, est présente dans 20% des fonds labellisés ISR. Finalement, qu'est-ce qu'on voit ? De nombreux fonds avaient demandé ce label ISR plus pour des besoins marketing qu'autre chose, sans réelle conviction et ne cherchaient qu'à faire de la performance. Or, avec la guerre en Ukraine, quelles sont une des parties des valeurs qui fonctionnent le mieux ? Les valeurs énergétiques, les valeurs de défense, bref, des valeurs pas très ISR. Ça sera très intéressant de voir à 12 mois si le nombre de fonds ISR a augmenté ou a baissé. Alors, plusieurs remarques sur ce que vous avez dit. D'abord, on va faire un premier constat, c'est qu'on va avoir un double label pendant 10 mois. Puisque les nouveaux fonds labellisés ont des règles et les anciens fonds ont des règles différentes. Et pour autant, ça sera le même label. Donc on aura dans le même temps des fonds qui ont du total et qui ont le label et des fonds qui n'ont pas de total et qui... pratique pour l'épargnant. Ça va effectivement être très compliqué. Deuxième sujet, vous avez utilisé le terme désirabilité. Alors moi, j'adore le fait que l'on norme la désirabilité. Est-ce que votre désir et mon désir ou celui de Choupinette, j'en sais à peu près que dalle, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et là-dessus, j'attends avec attention. Est-ce que le nombre de fonds ISR va baisser ? A priori, oui, parce que sinon la réforme, elle sert à rien. Après, la deuxième question, c'est combien de sociétés de gestion vont aller à l'avenir sur le marché avec deux gammes ? Une gamme ISR pour ceux qui veulent de l'ISR et une gamme ISR pour ceux qui n'en veulent pas, parce que, pardon de dire, mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui finalement, l'ISR, ils considèrent dans leurs investissements que ce n'est pas très important, parce que finalement, vu le montant de leur épargne, ça va pas changer la face du monde. Je vous rejoins, ils veulent de la performance avant tout. En tout cas, sur le côté ISR, bonne nouvelle, l'ESMA, donc un organisme européen, s'est emparé du sujet pour essayer de travailler sur des indicateurs clairs pour qu'il y ait un référentiel clair. Elle travaille aussi avec les nouvelles technologies et entre autres le NLP, donc le traitement automatique du langage naturel, pour faire quoi ? Pour pouvoir automatiquement contrôler tous les longs rapports de tous les fonds et tous les longs documents réglementaires, les longs documents marketing et être certain de ne rien laisser passer. Mauvaise nouvelle, ces travaux ne sont qu'à leur début et aucun calendrier n'est annoncé. Et on sait, l'Europe n'est pas toujours très rapide. Mais, magie de l'Europe, en parallèle, la Commission européenne travaille et vient d'acter un nouveau règlement applicable aux agences de notation ESG, complétant ainsi le cadre réglementaire de la finance verte. Le règlement confère notamment à cette même ESMA le rôle de superviser les agences de notation ESG avec un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Les fournisseurs de données ESG ne sont pas encore concernés par ces règles, bien que leur régulation soit envisagée d'ici 3 ans. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Il y a un seul grand gagnant, et ce n'est pas un, mais ce sont 4, ce sont les Big Four, EY, KPMG, PwC et Deloitte, parce que eux, c'est sûr, ils vont avoir des millions de jours vendus pour accompagner toutes ces marques. Deux remarques là encore par rapport à ça. Franchement, je me marre. On ne cesse de nous dire, on va simplifier, on va supprimer des normes, etc. On ne fait qu'en rajouter. Je précise d'ailleurs que c'est un enjeu politique majeur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'AMF notamment est intervenu sur le dossier de SFDR, sur la consultation publique qui avait été lancée par la Commission européenne, en disant qu'il fallait mettre fin
aux articles 8 et 9 pour imposer des critères minimaux d'un point de vue environnemental, autrement dit pour se rapprocher de ce que l'on a fait sur le label DSR. Et puisque vous terminez sur les Big Four, des millions de jours d'audit pour eux, ouais, il y a quand même une vraie question qu'il faudra se poser sur la place. C'est est-ce que l'ESG ne veut pas être une machine à augmenter les frais? Et après, on arrivera sur une autre question, si je poursuis sur ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés de gestion. Si on a des fonds non ISR avec des frais faibles et des fonds ISR avec des frais forts, il faudra débattre sur la value for money pour savoir si vraiment l'ESG, ça apporte quelque chose. Bon, pour enchaîner, je vous propose un autre sujet d'avenir, l'intelligence artificielle. On en met partout aujourd'hui, elle n'écrit pas encore mes chroniques, mais peut-être qu'un jour elle le fera. Mais, question qui fâche, est-ce que finalement l'IA ne peut pas remplacer les CGP ou les gérants? Une expérience a été menée au cours de l'été dernier en confrontant 3 gérants et ChatGPT 4. Le défi était très simple, investir 22 950 €, c'est très précis, sur 6 mois. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Le gagnant, ChatGPT 4, a obtenu une performance de 15,36%. Les 3 gérants ont eu, eux, des performances de 13,79%, 3% et moins 1,2%. On peut donc se dire, tiens, génial, ChatGPT est bien plus puissant que les gérants. Mais finalement, quand on regarde, la question se pose, est-ce que l'intelligence artificielle est en capacité de fournir des conseils avisés? Est-ce que l'intelligence artificielle est en capacité de voir plus loin que sur 6 mois, sur des sommes plus conséquentes? Je ne sais pas vous répondre, mais en tout cas, je peux vous dire que l'IA est de plus en plus demandée. Dans son étude annuelle sur le wealth management pour 2024, Capgemini a identifié plusieurs tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine pour 2024. Et contrairement à l'année précédente, les aspects digitaux, et en particulier ceux liés à l'IA, seront dominants cette année. Et vous pouvez l'imaginer, ça me fait plutôt plaisir. Bien, moi je ne sais pas en revanche si l'IA écrirait mes relances comme je l'ai fait, et pour être très honnête, j'en doute. Non, mais sur le sujet de la performance, sans clin d'œil, en fait, le chiffre est intéressant. Il y a quand même une seule question qui vaut pour le client final, pour le conseiller, etc., quand on a ce genre de choses, c'est la capacité de reproduire la surperformance, et ça vaut à peu près sur tous les placements. Quand un placement surperforme, est-ce qu'il est capable de reproduire les choses dans le temps? Oui ou non? C'est souvent une question majeure en gestion de patrimoine. Oui, et les CGP, ils ont un autre allié qui est la fiscalité. Là, franchement, avec de l'IA, c'est compliqué de comprendre. C'est tellement mouvant que ça change tout le temps. Un exemple criant, on a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, le régime fiscal des fameuses locations Airbnb. Le texte initial de la loi de finances 2024 devait introduire une réduction sur l'abattement fiscal pour les propriétaires de locations de courte durée. Seul problème, une rétroactivité de cette mesure devait aussi être introduite. Le gouvernement a décidé de l'entendre autrement en limitant finalement les conséquences de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Cette erreur concerne la rétroactivité des régimes fiscaux des locations de loyer saisonnières et ça peut donc faire l'affaire de nombreux propriétaires de locations de courte durée parce que ces derniers auraient dû être impactés sur leurs revenus de 2023. Face à la situation qui effectivement est assez complexe, le gouvernement a pris des mesures pour que les propriétaires puissent bénéficier des règles antérieures lorsqu'ils déclarent leurs revenus en avril. Bref, impossible à expliquer avec de l'IA. J'en ai plein d'autres pour vous. Par exemple, je peux parler de la fiscalité des PER. Qu'est-ce qu'on apprend? Que le gouvernement, l'Assemblée nationale est en train de réfléchir à une évolution de la fiscalité. Et j'en ai une encore mieux sur les successions. Vous me direz, Jean-François, jamais je ne peux déshériter mes enfants. L'IA me dirait ça. Et pourtant, il y a une solution. Vous connaissez certainement Jean-Michel Jarre, musicien connu français. Son père, Maurice Jarre, qui était aussi un musicien très connu, il a réussi à déshériter ses 2 enfants, donc Jean-Michel et sa sœur. Comment il a fait? Il a placé l'ensemble de ses biens dans un family trust et la Cour européenne vient de confirmer, après être passé par la Cour d'appel, la Cour de cassation, blablabla, que c'était confirmé et donc que Jean-Michel Jarre et sa sœur n'auraient pas le moindre sou de leur père. Bref, c'est indéniable. L'IA avance vite, mais l'humain reste encore incontournable. Juste, c'est quand même assez spectaculaire sur le coût de la location de meublé, ce à quoi on a assisté, parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même les luttes épouvantables qu'il pouvait y avoir entre Matignon et Bercy au moment de la loi de finances. On rappelle que le texte, on a retenu un amendement sénatorial, Matignon a retenu un amendement sénatorial sur lequel Bercy était contre. Cela dit, on va être très honnête, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui profiteront de la mesure qui a été présentée par le BOFIP. Mais sauf erreur du contraire, dans un état de droit, c'est la loi qui doit être appliquée, c'est pas les instructions administratives du BOFIP. Et d'ailleurs, un certain nombre de fiscalistes pointent le risque juridique
de la position qui a été prise par l'administration fiscale, même si à mon avis, il n'y aura pas grand monde qui ira attaquer. Merci Georges, vous m'avez mis de bonne humeur. Tout de suite, une femme dans l'actu.